Bonjour les amis, et nous voici de nouveau réunis pour une émission de Face à Face. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une émission, puisque ce mois de janvier a été vraiment terrible au niveau boulot. Puis ensuite, j'ai eu pas mal de priorités, m'occuper de ma fille bien sûr, mais aussi d'amis qui m'avaient besoin. Et puis j'avais des recherches à faire. De temps en temps dans la vie, il faut aussi consacrer du temps à faire des recherches quand on est un passionné. Et évidemment, le peu de temps que j'ai pas pu faire d'émission. Malgré tout, je suis resté en contact avec de nombreux d'entre vous via Messenger. Beaucoup m'ont demandé, alors, qu'est-ce qu'on doit faire, puisque, vous le savez tous, depuis le 1er janvier 2018, l'obligation vaccinale a été portée à 11 vaccins. Donc je me suis dit, tiens, pour vous tous, je vais faire une émission un petit peu lourde. Cette fois-ci, je ne vais pas respecter mes engagements de 20 minutes. Je pense qu'elle va largement dépasser, parce que c'est un sujet très très sensible. Parce que vacciner des petits bouts, des petits bébés avec 11 vaccins qui représentent à peu près 70 injections au total, c'est juste hallucinant. Et donc j'ai décidé de vous consacrer une émission complète que vous pouvez regarder à plusieurs fois, et surtout vous pouvez regarder entre amis, famille, sur les vaccins. Alors, il y avait 3 vaccins obligatoires en France. Déjà, il faut savoir que c'est rare, les pays où il y a des vaccins obligatoires. Cela se compte sur les doigts d'une main. Bien que l'Italie ait suivi le mouvement français il y a peu, mais ça a mis des millions d'Italiens dans la rue, alors qu'en France, pour l'instant, quelques centaines de personnes. Donc, il y avait 3 vaccins obligatoires, diphtérie, tétanos, polio. Et puis, ils en ont rajouté 8, depuis que Macron était au pouvoir avec Agnès Buzyn, comme ministre de la Santé, quelqu'un qui connaît rien du tout à la santé. Ils ont rajouté la coqueluche, l'hémophilus influenza B, l'hépatite B, le méningocoque C, le pneumocoque, la rougeole, les orions et la rubiole. Alors, on va faire un état des lieux. Vu que ce nouveau gouvernement et sa ministre de la Santé nous aimons tellement que la première mesure qu'ils prennent est de vacciner à outrance nos enfants, je vais m'attacher à citer des sources gouvernementales, de labos, fabricants des vaccins, de médecins. Comme cela coupera l'herbe sous le pied des pro-vaccins qui disent qu'on est des conspirationnistes, blablabla. Bla, bla, bla. Non, ils peuvent se faire ce que je vais dire, ils peuvent le vérifier dans leur Bible à la noix, Wikipédia et toutes les publications de certaines officines gouvernementales. Alors, on commence par la diphtérie. La diphtérie est une maladie infectieuse dont la forme la plus connue est l'angine diphtérique. Peu fébrile, son symptôme caractéristique est la présence sur les amygdales de fausses membranes blanchâtres ou grisâtres, adhérentes, saignant en contact. Leur extension au pharynx puis au larynx peut être responsable de ce qu'on appelle le CROP, asphyxie par obstruction des voies respiratoires. La diphtérie est provoquée par la toxine de la bactérie ou bacille de Klebsiella, dont l'hôte unique est l'homme, mais la transmission interhumaine n'a jamais été observée. La maladie est peu ou pas immunisante, car les anticorps produits au cours de l'infection sont dirigés contre la bactérie elle-même et spécifiques du sérotype qui a déclenché la maladie. La diphtérie a été responsable d'épidémies meurtrières en Europe au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe. Au cours des années ayant précédé l'utilisation de l'anatoxine, 12 000 à 15 000 cas par an étaient enregistrés. La vaccination commence à se répandre surtout à partir de 1928, sous l'effet d'une forte propagande, puis elle est rendue obligatoire en 1938. Alors, on va observer ce tableau, parce que quand on parle de vaccins à des gens qui n'y connaissent rien, qui n'ont jamais fait aucune recherche, ils vont dire, bah oui, bien sûr, les vaccins,
ont permis de éradiquer des maladies. Ben voyons, on va voir comment ils s'y prennent pour faire ce genre de choses. Donc, sur la diphtérie, comme vous le voyez sur ce tableau, bah, regardez. Alors, c'est des tableaux officiels, hein. Vous pouvez les trouver partout, hein. Je ne les ai pas inventés, moi. Donc, vous avez en ordonnée le nombre de cas, en abscisse les années. La découverte du vaccin date de l'année 1923, 22, et la vaccination obligatoire a été rendue, vous le voyez sous la flèche. Donc vous voyez le nombre de cas. Donc vous vous apercevez qu'à partir du moment que la vaccination a été obligatoire, c'est à peu près très classique dans tous les vaccins, et ben ça remonte parce qu'évidemment les vaccins donnent la maladie. Et la partie grisée sur l'année 45 représente la seule période prise en compte par les pouvoirs publics et les responsables sanitaires partisans de la vaccination. C'est-à-dire en ne considérant que la décroissance spectaculaire à partir de 1945, lorsque les cas de diphtérie eurent atteint le chiffre énorme de 45 514 cas annuels. En oubliant totalement de mentionner, bien évidemment, qu'après, comme souvent, l'introduction des virus obligatoires, la courbe a explosé. Donc, les pro-vaccins qui ne vont pas plus loin que le bout de leur nez vont vous dire « Ah bah, regarde, on a introduit le vaccin et la courbe, elle a chuté énormément. » Juste idiot, quoi. On ne va pas chercher plus avant qu'est-ce qui s'est passé avant et si on a été manipulé ou pas, en sachant que des pays qui n'ont pas rendu obligatoire la vaccination contre la diphtérie ont vu de la même façon cette courbe s'éteindre. Le tétanos. Les symptômes de la maladie sont connus depuis la plus haute antiquité, puisque Hippocrate lui-même en parlait déjà. La maladie est due à la toxine produite par ce qu'on appelle le Clostridium tetani, qu'anciennement on appelait le Bacillus tetani. C'est un bacille gram-positif, sporulent, anaérobie strict. Anaérobie, ça veut dire que dès qu'il rencontre de l'oxygène, il meurt instantanément. On va y revenir. Il survit sous forme de spores qui sont souvent retrouvés dans la terre. On en trouve également dans l'intestin des herbivores, les chevaux, les bovidés, et donc automatiquement dans leur déjection. Et chez l'homme, toujours sous forme non pathogène dans les intestins et selles. Donc, tiens, on l'a en nous, le tétanos, on l'a en nous. Il faut remarquer que lors d'une blessure, d'une piqûre ou tout autre traumatisme, les spores peuvent pénétrer dans l'organisme sans pour autant déclencher un tétanos, soit parce que l'anaérobie n'est pas stricte, notamment en cas de saignement immédiat, le sang étant une source d'oxygène, soit parce que le sujet est capable de se défendre seul. Et donc là, on voit bien apparaître la notion de terrain, le biotype. Le tétanos n'est pas une maladie contagieuse, d'accord? Même pas du tout. Le tétanos n'est pas une maladie immunisante, puisqu'on peut la contracter une seconde fois. Donc, si on peut la contracter une seconde fois, à quoi sert le vaccin? À rien. Enfin si, à enrichir les laboratoires. Le tétanos, la maladie, pourrait être en théorie totalement éradiquée, mais non, le Clostridium tetani, puisque la bactérie est commensale du tube digestif et les spores sont répandus dans le milieu naturel par l'éducation à la santé et l'amélioration des conditions d'hygiène de vie. Mais c'est un sujet qui est toujours passé sous silence et on comprend bien pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une flore commensale? C'est un ensemble de microbes qui vivent sur ou dans un organisme sans lui porter préjudice. Généralement, il s'agit de bactéries. Elle contribue soit à la défense, soit à son fonctionnement, soit au bon état de ses muqueuses.
La flore commensale est principalement sur les muqueuses, peau, tube digestif, arbre respiratoire, appareils génitaux. Du reste, on vient de découvrir encore des bactéries qui sont dans nos poumons. Parce que tous les jours, on découvre des nouvelles bactéries qui sont en nous. Il faut le savoir. Les médecins, il n'y a personne sur Terre qui sait encore aujourd'hui, en 2018, tous les types de bactéries et de virus que l'on a dans notre corps au moment de notre naissance. Un être humain héberge ainsi 10 puissance 14 cellules bactériennes en permanence. Donc ça veut dire 10 suivi de 14 zéros. Je vous laisse transformer ça en milliards de milliards. Lutter contre une bactérie de notre propre organisme, ben ça va donner certainement d'autres maladies qu'on va appeler maladies auto-immunes, maladies rares, maladies iatrogènes. En France, il y avait 25 cas de tétanos par million d'habitants en 1946. 25 cas par million d'habitants en 1946. Et environ de 8 à 10 cas par million d'habitants dans les années 60. Aujourd'hui, l'incidence est de 0,3 cas par million d'habitants par an en moyenne. 175 cas de tétanos entre 2000 et 2009, sur 9 ans, presque 10 ans, dont quelques décès, avec une moyenne de 17,5 cas par an et un taux de létalité de mort donc de 23%. Parmi ces cas, 84% concernaient des personnes de plus de 70 ans. Alors pourquoi les personnes âgées? Parce que comme je vous l'ai dit, il faut vraiment que vous soyez piqué et que cette bacille ne rencontre absolument pas d'oxygène, donc pas de sang. Pour un système jeune, d'un bébé qui est ultra oxygéné, c'est juste impossible. Il n'y a jamais eu de bébé mort du tétanos, quoi. Donc vacciner un bébé contre le tétanos, c'est juste stupide, en sachant, un, qu'il ne peut pas l'avoir, deux, que c'est une maladie dont on ne peut pas être immunisé, parce que quelqu'un peut avoir le tétanos, en guérir, hein, c'est pas une maladie mortelle, hein, rassurez-vous. Vous pouvez avoir le tétanos, ne pas être vacciné et en guérir, mais vous pouvez de nouveau l'avoir l'année suivante, ou les années qui suivent, donc ça veut bien dire qu'il n'y a aucune immunisation possible contre le tétanos. La troisième obligatoire était et de nouveau aussi, hein, la polio. Poliomyélite est une maladie infectieuse aiguë d'origine virale. Parfois appelée paralysie infantile, elle est connue et redoutée en raison des lésions neurologiques qu'elle peut occasionner, responsable dans de rares cas d'un handicap plus ou moins grave dû à une paralysie flasque quasi irréversible. Donc on va voir cette courbe. C'est flat à peu près entre 1920 jusqu'à 1930. Il y a un pic en 1930 qui redescend normalement. C'est le cas de toutes les maladies. Ensuite, il y a des petites courbes et tout. Et on voit que le vaccin obtient le visa et se généralise sans être obligatoire. Donc, évidemment, qu'est-ce qui se passe? Ça explose complètement dès que le vaccin se généralise, puisque ce vaccin, même sans être obligatoire, les gens se sont vaccinés en masse parce qu'ils avaient peur de cette polio. Et donc, ensuite, il augmente, il rechute, il y a de nouveau des vaccinations massives, ça remonte et ça redescend. Et ensuite, vous avez la vaccination obligatoire. Et donc, on va vous dire encore, regardez cette courbe fantastique descendante à partir du moment où on a vacciné. Donc, l'histoire de la vaccination contre la poliomyélite, en plus, est émaillée de nombreux incidents, voire de véritables catastrophes. Et pourquoi? Puisqu'il y a la fameuse contamination par le SV40. En 1960, Sweet et Hilleman découvrent la présence d'un virus de singe, le SV40, dans les vaccins préparés à partir du poliovirus cultivé sur des cellules de reins de singe. Oui, parce que vous vous intéressez jamais, vous dites « Ah, je vais vacciner mon enfant », mais vous croyez qu'on va lui vacciner quoi? On va lui vacciner des vaccins. Les vaccins, ils
poussent pas sur les arbres. Hein. Il va falloir que les labos les fabriquent. Et donc, on les fabrique sur des choses un peu ignobles, hein, les œufs de poule, les reins de singe, les foies de cochon, hein, vous croyez quoi? Et donc, le polio, c'était sur des reins de singe. Dès 1958, au moins 26 virus simiens, donc de singes, avaient été découverts comme contaminants des cultures cellulaires de reins de singe. Virus simiens apparentés à divers groupes de virus humains, Echo, Coxsackie, herpès, adénovirus, et peut-être d'autres groupes de virus, puisque évidemment les recherches n'ont pas été faites totalement. Les vaccins préparés à partir de ces cultures contenaient ce virus sans qu'on ait soupçonné sa présence. Pour comble de malheur, ce virus SV40 étant résistant au formaldéhyde, le formol que l'on met dans tous les vaccins, utilisé pour inactiver les virus, polio, les vaccins de type inactivé furent tout autant contaminés que les vaccins atténués. Et on va écouter quelques minutes Michel Georget, qui est un professeur en biologie, dont beaucoup de médecins viennent en formation chez lui. Et je vous conseille d'acheter son livre, Les vaccins, les vérités indésirables, parce qu'il est très très fort. Voir ce qu'il dit sur ce vaccin. On l'avait découvert chez les hamsters. Et ce cancer était 13 fois plus fréquent chez les enfants nés de mères vaccinées par rapport aux enfants nés de mères non vaccinées. Alors après, plus tard, on a découvert, quelques années plus tard, on a découvert, hein, c'est un dénommé Farwell qui a découvert ça, que le SV40 traverse le placenta. Conséquence, ce virus se retrouve dans l'embryon. Et par conséquent, il peut se transmettre d'une génération à l'autre à travers le placenta. Ensuite, on a fait des découvertes qui vous avez rappelé à l'instant, qu'il est présent dans de très nombreux cancers, et en particulier la grande découverte, ça a été de le trouver dans les mésothéliomes, qui ont défrayé la chronique à propos de l'amiante. Mais il y a des tas de très nombreux mésothéliomes dans lesquels on n'a pas trouvé d'amiante, mais où par contre on a trouvé des éléments provenant des SV40. Alors peut-on dire qu'aujourd'hui ce virus SV40 est un accident de vaccination qui a introduit une pandémie mondiale? Alors on peut considérer, la dernière étude qui a été faite par Carbone au début des années 2000 a montré qu'on trouvait, mais je crois que vous l'avez rappelé tout à l'heure, qu'on trouvait des SV40 dans certains globules blancs de la circulation sanguine, et qu'on le trouvait également dans le sperme de certains hommes. Ce qui veut dire qu'il a pu être transféré par la transfusion sanguine, puisqu'on le trouve dans les globules blancs, qu'il a pu être transféré par les relations sexuelles. Ce qui veut dire qu'actuellement, et l'auteur de cette publication disait clairement, le SV40 est passé dans la population générale. C'était une pandémie. Et bon, alors il est évident que ceci est quelque chose d'extrêmement grave, dont on ne parle d'ailleurs presque jamais, sauf dans les publications spécialisées. Mais il est clair aussi qu'il y a peut-être d'autres SV40 dans la nature. On ne les connaît pas tous. Parce que justement, ce qui est très ennuyeux, c'est que lorsque on fait des cultures sur cellules vivantes, en particulier originaires des singes, eh bien, il y a la nécessité de supprimer autant que faire se peut tout ce qui vient de ces cellules pour garder uniquement le principe actif. Alors, je vais utiliser un vocabulaire antique de la vaccination. Et là-dessus, ça oblige les fabricants de vaccins à utiliser toutes sortes de produits, des antiseptiques, des antibiotiques, des antibactériens, du bore, le borax. Le borax, alors ça, c'est un produit qui est utilisé dans nombreux vaccins. Et ce bore est quelque chose qui est un poison hautement violent, le borax. Alors, pourriez-vous juste faire une parenthèse sur le borax? On va en revenir après. Oui, on pourra revenir sur les éléments qui sont présents dans une ampoule vaccinale. Alors, il y a entre autres ce qu'on appelle un conservateur. Alors, un conservateur, ça sert à quoi? C'est tout simplement pour empêcher, à la fois au cours de fabrication et dans le produit final, le développement de parasites, de moisissures, de bactéries, etc. Donc on met un produit qui va empêcher ce développement. Alors c'est soit un dérivé du mercure, dont on pourra reparler également abondamment tout à l'heure, soit le borax. Alors le borax, c'est le conservateur qui est utilisé
pour le vaccin Gardasil qui a été recommandé donc contre le papillomavirus. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une réglementation européenne qui impose que le borax, c'est du borate de soude sur le plan chimique, doit être transporté dans des récipients portant le logo à tête de mort. Déjà, c'est rassurant. Et en plus, avec 2 références qui sont intitulées R60 et R61, qui signifient en clair, R60 peut altérer la fertilité et R61 peut altérer le développement du fœtus pendant la grossesse. Alors, je trouve que c'est absolument impensable d'utiliser un tel conservateur dans un vaccin qui est destiné aux voies génitales de la femme, puisque ça touche la fertilité et ça touche le développement de l'embryon. C'est quelque chose d'invraisemblable. Et ce qui me fait penser à la dangerosité de ce produit, c'est l'histoire du Distilben. En 2 mots, vous vous souvenez peut-être que dans les années 60-70, de nombreuses femmes ont pris un médicament qui est une sorte d'hormone de synthèse qu'on appelait le Distilben, et qui a provoqué chez elles, c'était théoriquement pour éviter les fausses couches, mais ça a provoqué chez nombre de ces femmes un développement de cancer des voies génitales. Bon, jusque-là, on peut dire, oui, c'était malheureusement un produit qui avait un caractère cancérigène. Mais ce qui est plus grave, c'est que les filles nées de ces mères, qui elles n'ont pas pris ces jeunes filles n'ont pas pris de Distilben, ont eu également des cancers des voies génitales et ont eu beaucoup de mal à conduire une grossesse. Et aujourd'hui, on en est à la 3e génération des petites filles et des petits garçons de ces femmes des années 60 qui avaient pris donc du Distilben et qui se retrouvent aujourd'hui, donc ces petits-enfants, avec des anomalies de l'appareil génital. Et vous pensez que le borax pourrait donner ça paraît logique, parce que ce borax est absolument interdit, même en dose infinitésimale, dans l'alimentation. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on le retrouve dans les vaccins. Il y a le mercure, bien sûr, on viendra sur tous ces adjuvants, mais peut-être est-ce l'occasion, à ce moment-là, pendant qu'on est dans les différents composants qui viennent de la fabrication du vaccin, l'origine suspectée du sida. Parce que, si vous voulez, on est dans un peu de la fiction, au sens que personne n'a jamais réussi à rien prouver. Mais on suspecte, beaucoup de gens ont suspecté le sida d'avoir comme origine les vaccins anti-poliomyélite. Est-ce que vous pourriez commenter ça ? Alors là, les commentaires sont multiples parce qu'il y a plusieurs théories sur l'origine possible du sida. Bon, celle effectivement que je développe dans mon livre, qui a été également développée par un auteur prolixe qui a écrit un bouquin sur ce sujet, mais qui est très volumineux, et il a beaucoup enquêté en Afrique là-dessus. L'une des hypothèses relie effectivement le développement du sida au vaccin anti-polio. Dans les années 50, il y avait la guerre entre les chercheurs pour mettre au point un vaccin. C'est le vaccin Koprowski. Alors, les 2 premiers qui ont gagné la bataille, si j'ose dire, c'est Salk pour le vaccin injectable, le vaccin inactivé, et Sabin pour le vaccin oral, qui est un vaccin atténué, mais qui est vivant. Et il y avait un 3e auteur qui cherchait lui aussi à faire un vaccin qui s'appelait Koprowski. Et Koprowski a fait des essais sur 200 ou 250 000 personnes dans l'est du Congo, et puis la région du Burundi, du Rwanda, enfin l'est de l'ancien Congo belge, qui est aujourd'hui le Zaïre. Et c'est là qu'ont explosé les premiers cas de sida. Alors c'est-à-dire c'est en 58-60, le vaccin oral de Koprowski qui était sur la souche SHA-10A11, eh bien, a été utilisé au Rwanda-Burundi, donc pour une vaccination de masse contre la poliomyélite, et d'un seul coup, on a vu exploser dans cette région le sida. Alors, dans un premier temps, apparemment, les choses seraient restées un peu dormantes. Et ce qui a réveillé ce virus, donc vraiment, pour donner cette explosion de sida, eh bien, ce seraient les dernières campagnes de vaccination antivariolique qui ont été faites dans les années 60 et jusqu'aux années 70. Et les choses se seraient ensuite passées de la façon suivante. Le sida donc se serait répandu dans ce qui était le Congo belge à l'époque. Sur ces entrefaites, les Noirs africains se sont révoltés contre les Belges et les ont donc chassés de leur pays. Mais comme ces Belges occupaient des postes plus ou moins importants, qu'il fallait bien les remplacer, on a fait venir des Haïtiens
Pourquoi des Haïtiens? Bien, premièrement, parce qu'ils sont noirs, donc ils pouvaient mieux s'entendre avec la population locale. Et d'autre part, les Haïtiens sont francophones. Donc, ça permettait de résoudre le problème de la disparition des techniciens belges. Moyennant quoi, les Haïtiens ont bénéficié, entre guillemets, des mêmes séances de vaccination que les autochtones. Ils ont donc également récolté le virus du sida en même temps. Et lorsqu'ils sont rentrés en Haïti, bien, ils ont ramené le sida avec eux. Et dans cette hypothèse donc sur l'origine du sida, c'est le tourisme homosexuel qui aurait fait le reste, c'est-à-dire le tourisme américain en Haïti, qui est bien connu. Voilà les 3 vaccins qui étaient obligatoires. On va s'attaquer au nouveau au nouveau virus, au nouveau vaccin obligatoire. Commençons par la rougeole. Alors la rougeole était qualifiée, quand nos médecins étaient encore des sages, de maladie nécessaire de l'enfance. Entre 2001 et 2006, la couverture vaccinale varie entre 93,3% et 95,7% des enfants. Et le nombre de cas de rougeole augmente sans cesse. Parce qu'à quoi sert la vaccination? Oui, parce que là, on dit que la rougeole, maintenant, le vaccin est obligatoire. Je ne sais même pas pourquoi ils l'ont mis dans les vaccins obligatoires, parce que la couverture vaccinale était déjà énorme. On va regarder le graphique ensemble. Entre 1906 et 1983, année du lancement de la campagne de vaccination, le nombre de morts dus à la rougeole est passé de 3754 à 20. Soit une diminution de 9 995%, malgré une augmentation parallèle de la population de 33%. Je tire ces chiffres de l'annuaire statistique de la France. Quel intérêt y avait-il à vacciner toute la population infantile? Où était donc l'impérieuse nécessité et l'urgence d'organiser ces campagnes massives de vaccination? D'autant plus que le professeur Bastin faisait remarquer plusieurs années auparavant, il est évident qu'une vaccination générale fait courir le risque de rougeole d'adulte et de rougeole du nouveau-né bien plus grave. Cette vaccination ne doit pas être systématique. D'après le quotidien du médecin, citant une étude britannique, la létalité due à la rougeole est minimale entre 5 et 9 ans, âge habituel où autrefois on avait la rougeole. Mais elle est 4 fois plus élevée chez les nourrissons de moins d'1 an et 8,5 fois plus élevée après 25 ans. Ces données n'étaient pas nouvelles puisque les experts de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, notaient dès 1950 que, ne connaissant pas d'agents capables d'immuniser contre la rougeole, à l'époque, si un tel agent venait à être découvert, son emploi devait être limité à moins qu'il ne soit prouvé qu'il confère l'immunité pour toute la vie au prix de risques très restreints. Une méthode assurant une immunité de quelques années seulement aurait pour effet de retarder l'apparition de la maladie, alors que c'est pendant la seconde enfance qu'elle présente le moins d'inconvénients et de dangers, jusqu'à l'âge adulte où elle a un caractère un peu plus sérieux. Persuadés qu'une dose d'un puissant vaccin atténué protégerait toute la vie, les États-Unis ont planifié une vaccination à grande échelle en 1965 et obtenu rapidement une chute spectaculaire des cas. Mais, c'est toujours un mais, vers la fin des années 80, leur nombre a commencé à réaugmenter fortement avec une létalité. Létalité, c'est mort. Plus élevé et un déplacement vers les très jeunes nourrissons et les adultes, comme l'avait prévu le professeur Bastin 10 ans auparavant. Cela a conduit les responsables américains à recommander un rappel depuis 1989. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, un phénomène identique s'observe actuellement en France et en Suisse, d'où la campagne actuelle, pour inciter à faire un rappel à l'âge de 6 ans, en attendant peut-être un second rappel vers l'âge de 15 ans. Cette modification de l'épidémiologie de la rougeole n'est paradoxale qu'en apparence. Elle s'explique très bien par le fait que l'immunité vaccinale est moins durable que celle conférée par la maladie. On comprend donc pourquoi des épidémies de rougeole sont déjà survenues dans des populations très bien vaccinées. Il s'en est produit plusieurs aux États-Unis, y compris dans des communautés scolaires vaccinées à plus de 99%. Au cours de ces épidémies, 30 à 100% des cas de rougeole surviennent chez des vaccinés. On trouve toujours, évidemment, une bonne raison pour expliquer ces échecs.
vaccination trop tardive, vaccin pas assez puissant, blablabla. Bla, bla, bla. Mais on peine à penser que ces résultats n'amènent pas une révision des politiques vaccinales. En France, outre le déplacement de l'âge moyen de la rougeole, on observe l'augmentation de la proportion des cas survenant chez les vaccinés, passant de 3% en 1985 à 27% en 1994. Je vais vous raconter quelque chose. Quand on naît avec la rougeole. Chaque bébé qui naît sur cette planète naît avec le virus de la rougeole. Pourquoi? Personne n'en sait strictement rien. Mais par contre, des études scientifiques menées par l'Institut Pasteur, le dieu des pro-vaccins, ont remarqué que les gens qui avaient un lymphome c'est un cancer du système lymphatique, le principal élément du système immunitaire de l'organisme. C'est une maladie qui implique des cellules de la famille des globules blancs appelées lymphocytes. Et il est donc important de comprendre comment le système immunitaire et le système lymphatique fonctionnent pour appréhender ce qu'est le lymphome hodgkinien et sa prise en charge thérapeutique. Bien, figurez-vous que des gens qui ont eu un lymphome et qui ont attrapé la rougeole ont guéri du cancer du lymphome. Vous ne croyez pas? C'est l'Institut Pasteur qui le dit. Vidéo. On s'est aussi aperçu dans les années 70 que des enfants qui avaient des lymphomes, maladie de Hodgkin par exemple, avec un œil gros comme ça, quand ils faisaient la rougeole, la tumeur disparaissait. Et il a ensuite été observé qu'effectivement le virus lui-même de la rougeole s'attaque aux cellules tumorales. Il aime particulièrement répliquer dans ces cellules et les tue par la même occasion. Intéressant, n'est-ce pas? Lors de l'émission du 4 février 2009, toujours visible dans les archives sur le site de la chaîne, le magazine Santé sur France 5, Allô Docteur, le président de la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations pose par téléphone la question suivante. Rapporté par les autorités sanitaires américaines, dans une école du Minnesota, on rapporte 769 cas de rougeole, dont 632, je crois plus de 82%, se sont produits chez des enfants vaccinés. Comment expliquez-vous cela? Le professeur Daniel Lévy-Bruhl, présent sur le plateau, répond « Ah, ben c'est normal, hein, quand tout le monde est vacciné, hein, ceux qui attrapent la maladie sont forcément vaccinés. » Extraordinaire. Donc, selon le professeur Daniel Lévy-Bruhl, épidémiologiste à l'Institut national de veille sanitaire, il semble admettre que la vaccination ne protège pas de la maladie. Cela rejoint complètement mon avis sur la vaccination. Allez, autre vaccin obligatoire, l'hépatite B. Mamma mia. Alors, l'hépatite B, c'est transmis par relation sexuelle ou transfusion sanguine. Donc, on va dire que pour les bébés, déjà, on peut déjà éliminer les relations sexuelles. Reste la transfusion sanguine pour le bébé. Ok. Il est indispensable de répéter que la plupart du temps, l'infection par le virus de l'hépatite B passe inaperçue et que le risque réel de complications graves de l'hépatite B est ridiculement faible. Comme toute maladie virale, dans plus de 95% des cas, elle évolue spontanément vers la guérison. Et plus de 90% des sujets se débarrassent naturellement du virus et sont ensuite immunisés à vie. Ça, je lis le quotidien du médecin, numéro 5785, qui date de 1996, pour ceux qui veulent chercher plus vite. Parfois, après une incubation de 2 à 6 mois, l'affection se manifeste par une hépatite aiguë. Mais le panorama du médecin, toujours, numéro 4131 de 1995, nous rassurait. L'hépatite aiguë, en règle générale, est une infection bénigne pour laquelle il n'est pas indiqué, et même contre-indiqué, de prescrire une quelconque médication. Ce détail est lui aussi important à retenir, car les vaccinalistes fervents parlent toujours de l'hépatite aiguë comme d'une calamité et non d'une affection bénigne. Ça, c'est le truc classique hein, dans les campagnes de vaccination. Tout d'un coup, une maladie devient mortelle. Hein. La varicelle, c'était rien, on s'en débarrassait en 2-3 jours. Quand le vaccin de la varicelle est sorti,
Oh là là, la variole, elle était dangereuse, dangereuse, dangereuse. Tout ça pour faire peur, hein. On fait peur aux parents qui connaissent rien, qui font pas de recherche, pour vacciner les petites gosses. Et on a passé le jackpot. Le docteur Donatini estime que le risque d'hépatite grave chez un sujet français normal est de l'ordre de 1 pour 50 millions, alors que le risque d'accident grave chez les vaccinés est très largement supérieur. À l'heure actuelle, les vaccins anti-hépatite B sont préparés par génie génétique. Et en raison du secret des procédés de fabrication, il est très difficile d'en connaître la composition exacte. Je vais vous dire de vous à moi, impossible à connaître, personne ne la connaît, mis à part ceux qui l'ont fabriqué. Par exemple, l'Angérix B, fabriqué par les laboratoires GlaxoSmithKline, fut mis au point en 1981 à partir de cellules de levure dont on a modifié le patrimoine génétique en introduisant le principal antigène de surface purifié du virus, produit par la technologie de l'ADN recombinant absorbé sur de l'oxyde d'aluminium hydraté. Le vaccin GenVac B, produit par Pasteur-Mérieux, est issu d'une construction OGM, utilisant notamment des fragments du virus SV40 dont on a parlé tout à l'heure, reconnu cancérogène, et du virus de la tumeur mammaire de la souris. Ce plasmide est de plus exprimé dans des cellules de lignée continue, ovaires de hamster de Chine, ayant les caractères de cellules cancéreuses. Le laboratoire parle de cellules immortelles lorsqu'on lui pose des questions sur ce vaccin. Il est évident qu'il est plus commercial de parler de cellules immortelles que du virus de la tumeur mammaire de la souris, ce qui pourrait dégoûter certains. Le vaccin, qui contient aussi de l'hydroxyde d'aluminium, est enrichi par des protéines secondaires issues de l'enveloppe de surface. Vous savez, l'hydroxyde d'aluminium, ça, les vaccins en sont pleins. Maintenant, quand vous allez dans votre hypermarché favori acheter de l'antitranspirant, vous allez avoir 100 sels d'aluminium, parce qu'il a été reconnu cancérogène. Mais pour les vaccins, tout va bien. Donner du sel d'aluminium au bébé, mais oui, ça ne risque rien, c'est bon pour lui. Pire, bien que le mercure ait été officiellement banni des vaccins à cause de sa toxicité, en raison de son procédé de fabrication, l'Angérix B renferme toujours une infime quantité. Alors on l'appelle pas mercure, sur la boîte vous allez voir du thymérosal. C'est le nom du sel de mercure. Et il est notoire que même des quantités infimes gardent toujours une énorme nocivité, parce que le mercure, le corps, c'est un poison mortel dont il ne sait pas s'en débarrasser. Le conservateur, lui, est du formol. À ce sujet, en 1980, le directeur de OSHA, c'est-à-dire Occupational Safety and Health Administration, le Dr Peter Infant, a signalé que le formol avait un pouvoir carcinogène, mais l'administration a essayé de cacher cette nouvelle et de le faire démissionner. Le Dr Infante, qui écrivait alors au Dr John Higginson, directeur de l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer, pour désapprouver la décision de cacher la nature carcinogène de la substance. Détail encore plus inquiétant, le vaccin, comme tout vaccin recombinant, peut contenir des résidus d'enzymes utilisés au cours de la fabrication, comme la TDT, connue pour son pouvoir mutagène. On la trouve aussi dans les rétrovirus, virus dont le génome est un ARN, susceptible d'induire dans l'ADN des cellules réceptrices des séquences nucléodiques non désirables et capables de modifier les gènes en multipliant ainsi considérablement les maladies génétiques et autres aberrations chromosomiques chez les vaccinés et leur descendance. D'après la Direction générale de la santé, la protection n'est assurée que pendant 5 ans, ce qui prouve bien qu'il est parfaitement inutile de vacciner les nourrissons qui n'auront évidemment pas, je l'espère, de rapports sexuels avant l'âge de 5 ans ni avant longtemps, sauf s'ils sont en contact avec des pédophiles, ça c'est sûr et certain. Selon des études plus récentes, on suppose que la protection est plus durable en fonction de la réponse initiale. Au moment de la folie vaccinatoire qui a saisi la France, The Lancet, le volume 344 de 1994, The Lancet c'est une revue
pharmacologique très sérieuse, dénonçait déjà. La vaccination contre l'hépatite B a été associée à une exacerbation ou même un déclenchement de maladies auto-immunes telles que sclérose multiple ou des syndromes de Guillain-Barré. Le docteur Philippe Jakubowicz, qui a fondé le REVAB, association qui regroupe des centaines de victimes de la vaccination contre l'hépatite B, a reçu dès le début de la campagne des dizaines d'appels quotidiens pour signaler des effets secondaires légers ou graves survenus aussitôt ou quelque temps après l'administration du vaccin. Il a déclaré à Science et Vie, numéro de 967 d'avril 1998, encore je vous fournis la Bible des pro-vaccins, c'est la première fois qu'un vaccin a des effets secondaires si variés, si graves et si fréquents. Presque 30 millions de Français sont vaccinés et on estime qu'environ 1 sur 1000 a été victime d'un accident. Ces accidents couvrent un éventail d'une soixantaine de pathologies, dont la redoutable sclérose en plaques. Il a ajouté « Il faut s'attendre à voir éclater une affaire de l'ampleur de celle du sang contaminé. » Mais tu parles, Charles, il se protège. Il avait raison, il estime à présent qu'il y a eu au moins 30 000 victimes, mais fort du scandale du sang contaminé, les pouvoirs publics ont mieux su cacher le terrible bilan des maladies et des décès causés par le vaccin. Le professeur Bernard Bégaud, directeur du laboratoire de pharmacovigilance de Bordeaux, qui a mené les études sur les effets secondaires de ce vaccin, a déclaré au journaliste Pierre Dombre: « Aujourd'hui, quand j'entends quelqu'un dire que le risque est nul, c'est grotesque, ce n'est pas possible. » Alternative Santé, avril 2000. Alors, quelles sont les listes des effets indésirables des vaccins contre l'hépatite B répertoriées? Source, teriac.org, là encore, nous sommes pas sur des sites conspirationnistes, mais sur des sites gouvernementaux. Réaction générale, malaise, fièvre, céphalée, asthénie, syndrome pseudo-grippal, vertige, paresthésie, diarrhée, nausée, vomissement, douleur abdominale, troubles neurologiques, paralysie, polyardiculonévrite, paralysie faciale, névrite, y compris syndrome de Guillain-Barré, névrite optique, myélite, encéphalite, atteinte démyélisante du système nerveux central, sclérose en plaques ou exacerbation d'une sclérose en plaques préexistante, convulsion, une réaction antigénique croisée entre une protéine vaccinale et un constituant du SNC entraînant un conflit immunitaire est suspecté, manifestation cutanée, érythème noueux, lichen plan, érythème multiforme, vascularite urticaire, rash, prurite, alopécie, œdème de Quincke, système immunitaire, lupus, polyarthrite rhumatoïde. Ah, ça explose, ça, la polyarthrite rhumatoïde. Enfin, je fasse une émission entre ces nouvelles maladies qui n'existaient pas et la vaccination. Diabète de type 1, thyroïdite, système sanguin et lymphatique, pétéchie, purpura, thrombocytopénie, lymphadénopathie, syndrome d'Evans, aplasie médulaire, troubles musculo-squelettiques, myalgie, arthralgie, arthrite ou arthrite migrante, syndrome de Reiter, système digestif, anomalie de la fonction hépatique, augmentation transitoire des enzymes hépatiques, auto-anticorps et cytolyse sévère. Glumérulonéphrite aiguë, syndrome néphrotique, troubles cardiovasculaires respiratoires, hypotension, syncope, vascularite, bouffée vasomotrice transitoire, bronchospasme et dyspnée. Alors excusez-moi pour la liste, elle est longue, je suis désolé, je la lis. Juste pour vous dire que imaginez un bébé recevoir ça. Imaginez un bébé recevoir ça. C'est juste aberrant. Allez, on continue. La coqueluche. Depuis la vaccination massive des jeunes enfants, l'épidémiologie de la coqueluche s'est complètement modifiée. Les nourrissons, autrefois protégés pendant au moins 6 mois par les anticorps maternels, et même plus en cas d'allaitement, sont plus souvent atteints avec le risque de complications parfois graves si un traitement n'est pas rapidement mis en place.
D'autre part, une proportion croissante d'adultes contractent la coqueluche en raison de la faible durée de l'immunité vaccinale et de la perte de réactivation de l'immunité naturelle. Avec ce vaccin, nous retrouvons les mêmes problèmes que pour la rougeole. À présent, des adultes contractent ces maladies infantiles à un âge où les complications sont plus fréquentes et bien plus graves, puisque l'immunité vaccinale artificielle n'est pas aussi durable que l'immunité naturelle et les taux d'anticorps observés après les vaccinations sont généralement inférieurs à ceux qui sont constatés après les maladies. Ce phénomène que l'on avait déjà constaté aux États-Unis se vérifie également en France, malgré la vaccination systématique dès le plus jeune âge. Non seulement la coqueluche n'a pas complètement disparu, mais inversement, elle tend à réapparaître depuis une dizaine d'années et elle est devenue atypique. Parce que dans d'autres pays, on ne vaccine pas, il n'y a plus de coqueluche, il n'y a plus de coqueluche. Les Suédois ont complètement éradiqué la vaccination. Ils se portent très bien. Allez en Suède en vacances. Vous croyez quoi? Il y a que des gens malades qui ont la rougeole, la polio. Alors, le vaccin anti-coquelucheux a fait disparaître les symptômes de la maladie, qui aujourd'hui n'existe presque plus sous sa forme habituelle, mais il a fait apparaître des formes différentes de la maladie qui atteint à présent, avec beaucoup plus de gravité, les adultes, vaccinés ou non, et les adolescents ainsi que les nourrissons qui ne sont plus protégés par les anticorps de leur mère vaccinée. Allez, le guide des vaccinations. Encore un truc pour les pros. On reconnaît que le taux d'anticorps vaccinaux décroît très vite et qu'on ne connaît pas bien les mécanismes immunitaires de la coqueluche. Déjà le 21 février 1979, le docteur Gordon Stewart, chef du département de médecine sociale à l'université de Glasgow en Écosse, déclarait dans la revue Médecine et Hygiène: maintenant, à Glasgow, 30% des cas de coqueluche se produisent chez les sujets vaccinés. Des épidémies se sont même déclarées dans des populations à couverture vaccinale très élevée, entre 81 et 91%, comme ce fut le cas en Afrique du Sud en 1988 et 89. Le journal précise en outre qu'en 1992, le nombre de cas de coqueluche a doublé aux États-Unis, ce qui a amené les autorités à s'interroger sur l'utilité de ce vaccin. En 1993, dans le Massachusetts, 218 étudiants furent atteints par la coqueluche alors qu'ils étaient tous vaccinés. L'efficacité du vaccin est donc loin d'être prouvée et la coqueluche reste endémique dans certaines régions malgré une couverture vaccinale importante qui peut même dépasser les 95%. L'efficacité du vaccin ne peut être considérée comme acquise. Reconnaissait en 1994 le New England Journal of Medicine. À son tour, en 1995, le British Medical Journal of Medicine confirma des flambées épidémiques dans les pays où s'était généralisée la vaccination, entraînant l'apparition de formes atypiques auxquelles on donne le nom de toux coqueluchoïde ou bronchite asthmatiforme. Et en 1998, le même journal signalait des épidémies de coqueluche en Hollande, Norvège, Danemark, malgré une couverture vaccinale de plus de 98%. De son côté, le quotidien du médecin du 5 janvier 1994, encore une revue des pro-vaccins, signalait que des élèves avaient été contaminés par des camarades vaccinés. Quant au Lancet, qui publiait en novembre 1997 le résultat d'une importante étude randomisée, c'est-à-dire en double aveugle, effectuée en Suède et concernant divers vaccins anti-coquelucheux, testés sur 82 892 enfants, il concluait l'incidence d'effets indésirables liés au vaccin acellulaire était plus élevée qu'on ne le pensait au vu des précédents essais. Aux États-Unis, en 2005, 12 000 cas de coqueluche ont été diagnostiqués, soit 6 fois plus qu'en 1980. Au Canada, la proportion de cas de coqueluche chez les adolescents et les adultes est passée de 9,6% en 1995 à 31,3% en 2004. Belle réussite de la vaccination. Bravo. Mais nos instances de santé actuelles, pays de Louis Pasteur le charlatan, semblent ignorer ces chiffres, pourtant bien révélateurs. Sans doute est-ce pour cela que les néglige. En Suède, la baisse de mortalité due à la coqueluche n'a pas été modifiée par l'introduction du vaccin, mais lorsque celui-ci fut retiré à cause de ses effets secondaires, puisque les Suédois sont bien plus intelligents que nous,
le taux de mortalité n'en continua pas moins de baisser. Donc, il voit que le vaccin produit des effets secondaires beaucoup plus nocifs que la maladie en elle-même. Il le retire et la maladie continue de baisser. Preuve que le vaccin sert à rien, quoi. Hein. C'est en 79 que la Suède a abandonné la vaccination contre la coqueluche pour 2 raisons. D'abord parce que des épidémies survenaient parmi les populations parfaitement vaccinées. Ensuite, à cause de nombreux effets secondaires dus au vaccin, particulièrement des atteintes cérébrales. En 1984, le laboratoire britannique de recherche épidémiologique a publié une étude qui conclut: depuis le déclin de la vaccination anticoquelucheuse, les admissions dans les hôpitaux et les cas de décès dus à la maladie ont décliné de manière inattendue. Ben oui, c'est le vaccin qui rend malade. De fortes présomptions pèsent sur le vaccin en ce qui concerne son rôle. Et là, c'est beaucoup moins rigolo, dans le syndrome de la mort subie du nourrisson. En janvier 1983, une étude de l'école de médecine de l'UCLA, menée par l'administration de la santé du comté de Los Angeles, dirigée par le docteur Larry Barraff, fit apparaître que cette année-là, 53 des 145 victimes du syndrome de mort subie du nourrisson avaient reçu le vaccin d'étécoque, diphtérie, tétanos, coqueluche. Sur les 53 nourrissons, 27 avaient été vaccinés dans les 28 jours précédant le décès, 17 dans la semaine et 6 dans les 24 heures avant le décès. Ah, ça me fout en rage. Ces décès dramatiques ont fait l'objet de nombreuses études. Déjà en 1974, le docteur George Dick avait déclaré qu'on observait annuellement en Grande-Bretagne environ 80 cas de sérieuses complications neurologiques, dont 33% conduisirent à la mort et 33 autres pourcents à des dommages irréversibles. En différant la vaccination contre la coqueluche après l'âge de 2 ans, les Japonais ont constaté une baisse très importante de la mort subite et inexpliquée du nourrisson, ce qui prouverait bien que le vaccin joue effectivement un rôle dans le syndrome. Les méningites, cela concerne 3 vaccins obligatoires: Haemophilus influenza B, méningocoque C, pneumocoque. La méningite est la conséquence d'une atteinte des fines enveloppes qui entourent le cerveau et la moelle épinière, les méninges. Normalement, le cerveau est peu sensible aux infections car il est enveloppé par les méninges. Malheureusement, dans des circonstances encore mal connues, certains microbes parviennent à les franchir et à provoquer une méningite. Elle est le plus souvent secondaire à une infection, bactérienne, virale ou fongique. La méningite est donc une réaction inflammatoire des méninges, le plus souvent d'origine infectieuse. Il existe de très nombreux types de variétés de méningite, mais on peut les classer en 2 catégories principales. Les méningites bactériennes, les plus rares, 20 à 25% des cas de méningite, mais qui sont les plus graves. Les méningites virales, qui sont les plus fréquentes, environ 75% des cas, et généralement bénignes dans les pays occidentaux. Les méningites bactériennes sont provoquées par 3 germes principaux: Haemophilus influenza de type B, méningocoque type B et C et pneumocoque. Toutes méningites bactériennes confondues, on diagnostique environ 1400 cas en France. L'Haemophilus influenza est une bactérie très répandue qui vit le plus souvent en parfaite harmonie avec l'homme. On parle alors de porteurs sains. On retrouve Haemophilus dans les muqueuses du nez, de la gorge. À l'occasion d'une baisse de l'immunité, cette bactérie peut provoquer un problème ORL ou pulmonaire. Dans les très rares cas, cela peut être suivi de complications graves. Alors, l'Haemophilus influenza de type B est devenu très rare en France, surtout chez le nourrisson, entre 1 et 12 mois. Mais la vaccination de ces derniers fait émerger des méningites à hémophilis de type F et E, envers lesquels le vaccin n'a aucune action. On vaccine contre un truc qui représente rien, mais qui va provoquer d'autres choses. Truc de fou, quoi, truc de fou. Le méningocoque est lui aussi très fréquemment rencontré, 10 à 15% de la population est porteur sain. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on a en nous. 13 types de cette bactérie sont connus à ce jour. 13 types. En Europe, on retrouve les types B, 60% des cas, C, 26% des cas, et plus rarement les types A, Y, 3% des cas,
ou V130 ou W135, 6% des cas, surtout dans l'enfance et la grande adolescence. Le type A prédomine en Afrique, entre 1 et 29 ans surtout, et le C au Brésil. Mais cette situation schématique tend à se modifier, évidemment, grâce au vaccin. En France, en 2009, sur les 536 cas recensés par le Centre national de référence, 70% étaient dus au sérogroupe B, 22% au sérogroupe C, 4% au sérogroupe Y et 4% au sérogroupe W135. En 2015, 469 cas ont été notifiés. Donc, notre ministre de la Santé qui arrive au pouvoir rend obligatoire un vaccin pour s'occuper de 453 cas. Sont-ils morts? Non, pas du tout, ils ont été soignés. Mais il faut s'en occuper. C'est fou, ça. Le pneumocoque est fréquent dans les voies respiratoires. On en connaît plus d'une centaine de sérotypes. Il est plus particulièrement présent chez l'enfant et le vieillard. Les porteurs sains étant très répandus, environ 30% de la population. Encore une fois, nous sommes porteurs. Cette bactérie est liée à des infections banales de la sphère ORL, rhume, pharyngite, otite, sinusite, mais aussi à des pathologies plus graves, pneumonie et méningite. La méningite à pneumocoque se déclare souvent à la suite d'une infection ORL et parfois pulmonaire. La rate joue un rôle important dans la défense de l'organisme contre ce germe, encore plus que les autres. Pourquoi? Pas de réponse. Les personnes qui ont subi une ablation de la rate ont un risque plus élevé d'infection grave due au pneumocoque. Et pourquoi vous vous êtes fait enlever la rate? Il va falloir me l'expliquer aussi, ça. Le pneumocoque est le principal responsable des méningites bactériennes chez l'enfant de moins de 2 ans. Le pneumocoque de type B est responsable de la méningite purulente. C'est comme les médecins qui veulent enlever des amygdales ou des dents de sagesse, quoi. Les laissez pas faire. Plus rarement, une méningite due à un herpès virus est très grave et demande un traitement d'urgence. Du reste, là, une fillette de 2 ans est morte. Elle vient de mourir le 27 janvier dernier. Alors évidemment, ça fait la une de toute la presse qui dit qu'il faut vite vacciner tous ses copains et ses copines, en oubliant de se renseigner qu'on est le 27 janvier 2018. Cette gamine est en crèche, donc elle a été sans doute vaccinée pour y être, parce que sinon elle ne pouvait pas y être contre avec le vaccin contre le méningocoque. C'est peut-être ces vaccins qui l'ont tué. Voilà. Il va y en avoir d'autres, il y en aura beaucoup d'autres, parce que 11 vaccins des bébés, c'est un acte criminel, un vrai acte criminel. La rubéole. La rubéole est une maladie infectieuse d'origine virale, très bénigne lorsqu'elle survient chez un enfant, un adolescent et même chez un adulte. Elle n'est potentiellement dangereuse que lorsqu'elle est contractée par une femme enceinte au cours des premiers mois de la grossesse. Mais Agnès Buzyn, nouvelle ministre de la Santé, va obliger de vous vacciner contre la rubéole, une maladie bénigne. Pourquoi? Juste pourquoi? Si elle le savait, elle expliquerait. On pourra demander à son mari. On y reviendra plus tard à son mari. La généralisation des vaccins contre la rubéole, maladie bénigne, s'il en est, voire inapparente dans plus de la moitié des cas, a entraîné une modification de l'épidémiologie de la rubéole. Auparavant, la plupart des cas de rubéole se produisaient chez des enfants d'âge scolaire. En raison de l'immunité probablement de moindre durée due au vaccin, la plupart des cas de rubéole clinique surviennent maintenant chez les adolescents et les jeunes adultes, au moment où précisément la rubéole peut faire courir un risque à l'enfant à naître. Des épidémies de rubéole ou des cas sporadiques se produisent toujours dans des populations vaccinées à plus de 90%. La seule solution à ce problème qu'envisage l'OMS est la fuite en avant. Vacciner encore plus! On va atteindre les 100%, on veut les 100%, plus de sous.
Déjà en 79, on disait on ne voit pas l'avantage qu'a pu apporter la vaccination de masse des enfants puisque les femmes en âge d'avoir des enfants ne sont pas davantage protégées qu'avant. Autre vaccin obligatoire, les oreillons. Les oreillons. Chez l'enfant, les oreillons sont une maladie sans gravité et les complications sont rares. Les complications les plus redoutées se produisent chez les adolescents après la puberté et chez les adultes. Comme pour la plupart des vaccins à virus vivants, les fabricants annoncent une excellente efficacité fondée sur les analyses sérologiques au cours des essais cliniques, mais l'efficacité constatée lors des épidémies est beaucoup plus faible et très limitée dans le temps, même lorsque 2 doses ont été administrées. C'est pourquoi on constate une augmentation de l'âge des malades qui est passé de 5 ans en 1986 à 16,5 ans en 2011. La maladie étant plus grave à l'âge adulte, le nombre de complications graves et d'hospitalisations a considérablement augmenté. Il y a même eu 2 décès chez des personnes âgées entre 2000 et 2009. On observe le même phénomène dans tous les pays qui ont introduit la vaccination anti-oreillons depuis plusieurs décennies. Espagne, 1995-1996, âge moyen des cas, 17,2 ans. Vaccination depuis 82. États-Unis, en 2006, 78% des patients étaient âgés de 18 à 24 ans. Australie, en 2006, 42% des malades avaient entre 21 et 25 ans. Canada, en 2007, 64% des cas ont été relevés chez des personnes de 17 à 37 ans. Europe entière, en 2009, 20% des patients avaient entre 20 et 24 ans. La stupidité. Enfin, c'est pas de la stupidité, hein. C'est de l'argent, c'est Big Pharma, c'est des milliards et des milliards. C'est juste fou, quoi. Alors, c'est quoi tous ces vaccins? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Sur des foies de cochon, c'est fait sur des reins de singe, c'est fait dans des œufs de poule en batterie. Dedans, on rajoute de l'hydroxyde d'aluminium. 650 microgrammes par vaccin, alors qu'il est admis que 60 microgrammes par litre de sang est dangereusement toxique pour la cellule nerveuse. Cela sort du concours médical février 1997. Ce sel attaque le cerveau et peut entraîner autisme, Corée, Alzheimer, Creutzfeldt-Jakob. Des sels de mercure, thiomersal, dont l'extrême dangerosité neurologique a été officialisée par la FDA américaine depuis 1997. Chaque nouveau vaccin cumule des doses d'une façon irréversible. Des virus OGM, des vaccins viraux obtenus à partir de matériel génétique séquentiel du SV40, précurseur du sinistre HIV, que l'on retrouve dans de nombreux cancers du cerveau, et mésothélium, du sérum de veau fœtal, liquide nutritif, alors que tout extrait d'origine bovine est strictement interdit dans tout médicament depuis 1994. Oui, mais les médicaments sont soumis à des tests, les vaccins, non. Il faut bien le savoir, ça. De l'enzyme TDT, dangereux mutagène reconnu, l'aldéhyde, interdit dans les jouets. On l'interdit dans les jouets, mais pour les enfants. Mais on l'interdit pas en injection. Avec du formol, il y en a dans tous les vaccins. Du borate de sodium, dans le Gardasil. Si vous achetez de la mort au rat dans un hypermarché, vous allez voir que la composition principale, c'est du borate de sodium. Je plaisante pas. Du squalène MF59, responsable du syndrome des soldats US de l'Irak. Et enfin, des nanotechnologies, puisque des laboratoires italiens ont trouvé plein de nanoparticules dans les vaccins. Alors, si vous espérez que les vaccins fassent l'objet d'une évaluation sérieuse, vous êtes victime d'une regrettable croyance. Depuis 200 ans que les vaccins ont été inventés par ce cher charlatan de Pasteur, il en va ainsi, faisant de nous et surtout de nos enfants de simples cobayes. Il faut savoir qu'aucun médicament et même aucun cosmétique ne serait légalement autorisé à la vente avec un cahier des charges aussi laxiste. Ceci ramenant tous les vaccins à de simples produits expérimentaux et la vaccination en général à la plus grande expérimentation sans consentement jamais réalisée dans l'histoire de l'humanité. Voici les 4 raisons majeures qui permettent d'affirmer cela. Jamais on ne compare l'effet des vaccins avec celui d'un vrai placebo.
substance neutre, opération basique pour toute expérimentation médicamenteuse. En fait, on inocule d'autres substances ou vaccins connus pour leur grande toxicité en tant que faux placebo. Cette façon de procéder dilue les effets collatéraux du nouveau vaccin, puisque par contraste, les effets toxiques du faux placebo se trouvent ainsi mis en valeur. Cette supercherie permet aux fabricants de conclure que le nouveau vaccin a un profil de sécurité acceptable par rapport au faux placebo. Un des pseudo-arguments scandaleux des officiels pour justifier la non-réalisation d'études comparatives réellement scientifiques est de décréter que cela ne serait pas éthique. Mais dire cela revient à poser en postulat sans aucune preuve scientifique que globalement, il est évident que le vaccin fait forcément plus de bien que de mal. Une vraie science ne doit jamais refuser de faire face à deux vérités dérangeantes qui risquent de nuire à des intérêts financiers en jeu. On est donc ici dans un système hypocrite qui estime plus éthique de préserver le chiffre d'affaires de Big Pharma, quitte à entraîner de la casse parmi la population, ainsi réduite à des animaux de laboratoire. Il n'y a jamais eu aucune étude sur les effets secondaires des vaccins à long terme. Ça, il faut le savoir. Jamais, jamais, jamais. On sait pourtant que les maladies auto-immunes post-vaccinales peuvent prendre des mois, voire des années pour se déclarer. Par exemple, les effets secondaires du Gardasil, le vaccin contre le papillomavirus, soi-disant, n'ont été évalués que sur seulement 14 jours après chacune des doses. Pour l'Angérix B, le vaccin contre l'hépatite B, 5 jours seulement. Pour le Twinrix, le vaccin anti-hépatite B et A imposé aux professionnels de la santé, 4 jours seulement selon des documents confidentiels de la firme. Et là aussi, ce sont des vaccins contenant notamment de l'aluminium. Et vous ne pensez pas que toutes les maladies qui arrivent, là, nouvelles, Parkinson, Alzheimer, ça met du temps, parce qu'on accumule de l'aluminium, on accumule des saloperies, on accumule du mercure, c'est après que ça vient, c'est pas tout de suite. Ça peut être tout de suite pour certains, oui, pour les bébés. Par comparaison, il faut savoir que les effets des contraceptifs oraux ont, eux, été évalués sur des décennies. Contrairement aux autres médicaments, les vaccins sont dispensés de la moindre analyse pharmacocinétique. Cette analyse est pourtant capitale, puisqu'elle consiste très précisément à étudier le devenir et la répartition des différents composants du médicament une fois administrés. Donc, comment les composants se diffusent, où ils vont se loger, s'ils persistent ou non, et si oui, et pendant combien de temps, comment ils sont métabolisés, comment ils sont éliminés, et par quelle voie, etc. Ce genre d'études serait pourtant d'autant plus indispensable que, contrairement aux médicaments, en cas d'effets indésirables, une fois que c'est injecté, c'est irréversible. Si cela avait été réalisé, des dizaines de milliers de cas de maladies dégénératives graves auraient pu être évités. Plus grave encore, les vaccins sont dispensés, là encore, contrairement aux autres médicaments, de tests destinés à évaluer leur potentiel cancérogène, mutagène et tératogène. Il s'agit de leur capacité d'induire un cancer, une mutation de notre ADN. Donc certaines débouchent aussi sur des cancers, et de maladies dans la descendance, pendant que l'on préconise désormais des vaccinations aux femmes enceintes contre la grippe et bientôt contre la coqueluche. Les notices francophones ne mentionnent plus que les vaccins sont dispensés de ces tests, sans doute pour ne plus rebuter les patients, alors que les notices américaines des vaccins identiques de même composition continuent, elles, à le mentionner. Ce passe-droit est d'autant plus scandaleux que les vaccins contiennent différents composés notoirement cancérogènes, dont le pire, le formaldéhyde, épinglé par le CICR. En conséquence, si ces études avaient été réalisées de façon rigoureuse et indépendante, vaccin par vaccin, avant de comparer des populations ayant reçu plusieurs types de vaccins à la fois, et que ce genre d'études avait réellement montré que la santé des gens vaccinés n'est pas sensiblement moins bonne que celle des gens réellement non vaccinés, alors, et seulement alors, cela aurait eu un sens et ce serait éthique de promouvoir la vaccination.
Alors et seulement alors, on pourrait dire que la vaccination n'est pas expérimentale et qu'elle a réellement été évaluée scientifiquement. Alors et seulement alors, les experts officiels seraient crédibles quand ils affirment que la vaccination est non dangereuse. Mais compte tenu des carences graves concernant tous les vaccins et de l'attitude coupable des pouvoirs publics qui consiste à promouvoir cette expérimentation humaine sans consentement, il est légitime de déclarer illégale et contraire au code de Nuremberg cette pratique criminelle. Oui, qui se rappelle du code de Nuremberg, toujours en application, qui a été rédigé suite aux atrocités expérimentales des 2 guerres mondiales, dont voici un extrait d'une présentation disponible sur YouTube du docteur Delépine sur les essais cliniques actuels en cancérologie. Tribunal de Nuremberg, 1945. En 1948, le tribunal allié, réuni à Nuremberg, a examiné les pratiques des médecins nazis. Ont été considérés comme crimes contre l'humanité les essais thérapeutiques réalisés sans le consentement libre des sujets, constituant une menace pour leur vie ou leur intégrité physique. Même si l'essai avait pu être motivé par un besoin de santé publique, les médecins reconnus coupables ont été exécutés. Médecins, journalistes, avocats, hommes ou femmes politiques, adolescents, futurs parents, malades, chroniques, voyageurs, nous sommes tous concernés. Et nous devons, sur la base de ces carences réglementaires graves, savoir désormais quoi exiger et quoi dire devant les tribunaux et quoi modifier au niveau des législations concernées. L'avenir, la santé et l'intégrité des générations futures dépendront en grande partie de notre capacité collective à exiger et obtenir ces mises aux normes réglementaires. Petite vidéo là, témoignage de médecin généraliste. Anonyme, bien sûr, mais vrai. Si tu voulais avoir mon avis concernant les vaccinations et plus particulièrement concernant le tétanos, je vais pas revenir sur le fondamental. Par contre, je vais simplement te parler un petit peu de mon expérience. Jusqu'à il y a peu de temps, je vaccinais à tour de bras les enfants qui avaient une quinzaine de jours avec des vaccins qui comportaient beaucoup de souches, 6 voire voilà. Et puis après, je me suis mis un petit peu à réfléchir quand j'ai eu ces informations. Si on réfléchit un petit peu, si on voit qu'il y a des vaccins qui sont obligatoires et d'autres pas obligatoires, on fait vite le choix déjà d'écarter, dans le doute, ceux qui ne sont pas obligatoires. Ensuite, concernant les vaccins qui sont obligatoires, j'essaie de trouver des vaccins qui n'étaient pas composés de métaux lourds, où il n'y avait pas de métaux lourds dans leur composition. J'en ai pas trouvé. Donc là, je suis embêté et je me demande ce que vont devenir les gamins que j'ai vaccinés il y a quelque temps, et j'ai la hantise d'en voir un ou plusieurs développer des maladies dont on a parlé jusqu'à présent. Parce que, en écartant tout problème de procès ou quoi que ce soit, moi, je me le pardonnerai pas. Voilà. Après, s'il y a un médecin qui est prêt à vacciner avec le risque que ça comporte des gamins, avec des produits qui contiennent, je répète, des métaux lourds, ou des métaux tout court, de l'aluminium, du mercure, dont on a modifié le nom justement pour que ça passe plus facilement. Voilà, moi je suis pas dans ce cadre-là et je suis pas prêt à le faire du tout. Vous avez vu? On peut pas vacciner sainement. Même pour ceux qui croient en la vaccination. L'autisme, c'est exponentiel. En 2012, François Fillon, qui était Premier ministre de la France, avait dit que l'année 2012, c'était l'année de l'autisme, parce qu'il y avait plus de 612% de cas
Vous croyez que ça vient d'où? Les vaccins. Les données camouflées liant vaccin et autisme, en sachant que aux États-Unis, plusieurs procès ont été gagnés. Alors, déjà, les États-Unis, vous voyez, c'est des juges, ils sont pas trop peace and love, quoi. Hein, ils sont plutôt un peu durs. La loi, c'est la loi, quoi. Donc, pour que quelqu'un arrive à avoir gain de cause, il va falloir prouver la causalité entre vaccination et autisme. Plusieurs procès ont été gagnés. C'est-à-dire que la causalité a été évidente. Une petite vidéo. I have been a producer on the daytime talk show, The Doctors, the best medical talk show in the world. I'm known for doing stories that a lot of people don't want to touch. I've done stories about pesticides and GMO foods and pollution and how these things are affecting the health of people and their children. So I became aware of the CDC whistleblower story, and I was beginning to investigate it and look into it. And that led me all the way to Andy Wakefield. And I met Andy Wakefield and discovered that he had been working with Brian Hooker, and they had been speaking on the phone with a whistleblower from the CDC, the Centers for Disease Control. And this whistleblower was saying that the CDC had committed fraud on the MMR study. And I looked at the data that the CDC whistleblower was providing to Andy and Brian, and it is the most compelling evidence of fraud I've ever seen in my life. And I realized in that moment that I was looking at probably the biggest story of my lifetime. And as a journalist, I realized it was a story I had to tell. This is a movie about fraud, scientific fraud committed by the CDC, the Center for Disease Control, the most important study body on health in the world. I've covered this as thoroughly as any story I've ever done as a medical journalist in my life. And the really sad thing is the amount of doctors I've spoken to that say to me, Del, I know that vaccines are causing autism, but I won't say it on camera because the pharmaceutical industry will destroy my career, just like they did to Andy Wakefield. What's new in this story is that we have the most important health agency in the world that is supposed to be looking out for the health of children, and they are throwing out data and removing data and changing numbers on studies to make a vaccine seem safe. It's nothing like what Andy Wakefield was involved in, but it does point to this MMR vaccine. The MMR vaccine appears to be problematic. Andy Wakefield was just beginning to do research in looking at that, and the CDC actually did this study we're talking about because they knew Andy Wakefield was looking at it, and he'd spoken to Congress about it. So they went and did their own study, and it appears that they found the exact same thing that Andy Wakefield did. And when they saw it, what they decided to do was to hide it and cover it up. Taking place. I don't know where that ends, and I'd really like a lot more reporters to start getting on this story and getting to the bottom of it. It used to be when something like this happened in the media that we would all jump on it. When a CDC whistleblower, a top scientist from the CDC comes forward and says, hey, we're committing fraud in here, I would have expected every news agency in the world to jump in there and investigate that story. And I'm amazed that this film is the only ones that are looking at it. We need help here. There's a major cover-up going on, and it's affecting millions of children. My phone rings, and it's Dr. William Thompson. You and I don't know each other very well. You have a son with autism, and I have great shame now. There's a whistleblower from the CDC who's going to come out and say that the CDC had committed fraud on the MMR study and that they knew that vaccines were actually causing autism. My oldest son, Ian, was walking and running. After the vaccine, he was no longer able to do that. So I called the clinic and I said, I think my child's had adverse reaction to those shots. And then came the head bang, the constant banging against anything that he could find. Right now, I'm sitting in a very pretty position in terms of providing you a lot of information.
The first thing that Thompson did was to plot a graph. Now, if there's no link between early MMR and autism, those two lines should track together. Now, they do track together until they get to 15 months. Then they separate, and they continue to separate thereafter. And they sliced and diced the data in an effort to get rid of that effect. The relative risk of receiving an autism diagnosis was astronomical. Wow. The CDC had known all along there was this MMR autism risk. In CDC's judgment, the best public policy is to continue vaccination unchanged. You who run our health agencies in this country, you have an obligation to make sure that these studies are complete, thorough, so that we have all the facts. Oh my God, I cannot believe we did what we did. But we did. Omission of crucial data, destruction of documents, misleading the Congress, grievous harm to innocent children. Everything I've been telling my patients for the last 10 years has been based on a lie and a cover-up. Parents should be able to count on federal agencies to tell them the truth. In 1978, the prevalence of autism was about 1 in 15,000 children. If we assume that things are going to continue as they have, we can predict that by 2032, 80% of the boys born will end up on the autism spectrum. Half the children, 80% of the boys. It's a vast number of children who are being diagnosed with autism every day. This is going to be a complete catastrophe if we just let it happen. My name's Andy Wakefield. I'm an academic gastroenterologist, pursued a career originally in surgery and then in academic gastroenterology. My main interests were Crohn's disease, ulcerative colitis, and then latterly autism has rather taken over my world. My life is about choices, and I was presented with a choice. One is that you act in the patient's interest, you continue to pursue their story to test its validity in a scientific setting and to determine whether it is right or wrong, or you can just walk away. You can say to the next mother who comes in, look, I know your story may be valid, I know your kid's suffering, but I'm really sorry. Could you just go and find someone else? And that was the choice. It was as stark as that, and I took the former. There is a link between autism and a common childhood vaccine. One medical group has declared that Dr. Andrew Wakefield, the doctor who raised that possibility, carried out his research in an unethical and irresponsible manner, a finding he flatly denies. The consequence of taking that choice was that I lost my position as a senior academic at the Royal Free Hospital. I lost my medical license. I lost my fellowship of the Royal College of Surgeons. I lost my fellowship of the Royal College of Pathologists and eventually lost my country. It's not been easy, but it's a hell of a lot worse for these families, and that's a fact. At the beginning of this, did I feel that we would encounter the level of opposition that we've met now? No, absolutely not. The allegations against me and against my colleagues are both unfounded and unjust. The science will continue in earnest. Having been on the defence for years, I decided that's enough. We now go on the attack. We're going to win this. They have invested in a huge, expensive, elaborate, and ultimately failing public relations machine, which is letting them down. Why? Because it's not based on the truth. I do have a moral and professional obligation to try, to the best of my ability, to put that problem right. That's how I feel. Votre médecin, votre médecin, il n'y connaît rien. Il a fait un cursus long d'études, mais concernant la vaccination, il a fait 2 heures, 3 heures, pas plus. On lui a expliqué que la vaccination c'était bien, on lui a dit comment vacciner, c'est-à-dire où faire les piqûres, puis c'est tout. Après, il y a le conseil de l'ordre, il devient médecin. S'il ne vaccine pas, eh bien, il est radié de l'ordre, donc il n'est plus médecin. Il va faire peintre, coiffeur, pas possible. Donc il vaccine. Et ben, mettez-le devant le fait accompli, rappelez-lui le code de Nuremberg, et vous allez lui dire ça, que c'est un abus de pouvoir constitutionnel. Docteur Evercouter, bonjour.
Et merci de nous accorder cette série d'entretiens sur un sujet brûlant d'actualité, à savoir les vaccins. La ministre de la Santé, Marisol Touraine, a en effet décrété 2016 année de la grande concertation citoyenne. C'est d'autant plus remarquable qu'il y a peu, elle affirmait encore de façon péremptoire que les vaccins, ça ne se discute pas. À se demander d'ailleurs quand il faut la croire. En définitive, les vaccins, il faut en parler ou ça ne se discute pas? Qu'en dites-vous, docteur? Bien, Madame Marisol Touraine, c'est une ministre et comme tout ministre, elle est capable de tenir plusieurs langages. Maintenant, vous posez la question de la vaccination, il ne faut pas oublier que nous sommes au pays de Pasteur et que la vaccination, c'est un dogme, c'est donc une vérité entre guillemets érigée comme un dogme, tel un dogme, et c'est ni plus ni moins qu'une religion d'État. Car les médecins n'ont pas à discuter de la vaccination, d'ailleurs ça ne se discute pas, c'est ce que nous dit Madame Marisol Touraine, et le médecin qui a le culot de donner un avis contraire est poursuivi pour délit d'opinion, parce qu'en France on ne peut avoir qu'une seule opinion en matière de santé. Docteur, c'est important ce que vous dites là, les délits d'opinion, ça va pas loin, On va pas radier un médecin sous prétexte qu'il a donné son avis sur les vaccins. Malheureusement, si, monsieur. Et là, nous allons parler au cours de ces entretiens de la collusion, de la corruption qui concerne toutes nos institutions sanitaires. Il ne faut pas oublier que la Cour des comptes avait d'ailleurs reconnu en septembre 2001 dans son analyse du budget de la sécurité sociale que la politique du médicament était inféodée au lobby pharmaceutique. Et cette même Cour des comptes reconnaissait que la formation et l'information des médecins étaient assurées essentiellement par ces mêmes laboratoires pharmaceutiques. Donc vous me diriez, mais que fait le Conseil de l'ordre là-dedans? Justement, le Conseil de l'ordre est un véritable État dans l'État, c'est lui qui légifère, c'est lui qui fait tout, mais quand il doit faire quelque chose tel que par exemple la formation médicale continue des médecins, eh bien il délègue ça à qui? Je vous le donne en mille, aux laboratoires pharmaceutiques, qui ne fournissent que 1% de leurs données pharmacologiques aux autorités. Et donc les médecins, comme ils n'ont que 2 ou 3 heures de cours sur la vaccination au cours de leurs études, vous comprenez bien qu'ils ne connaissent rien. Excusez-moi, j'ai pas bien compris. 2 ou 3 semaines, mois? 2-3 heures en une fois, voilà. Ah, quand même? Ah oui. Ben oui, parce qu'il faut bien comprendre que nous sommes au pays de Pasteur. Donc vous avez une maladie infectieuse à une cause. Ça peut être bactérien ou ça peut être viral. Et le traitement, il est vaccinal. Voilà. Le traitement préventif. Attendez, quand vous dites, quand on répète plutôt la ministre qui dit les vaccins, ça ne se discute pas, si j'ai bien compris, ça ne s'apprend pas non plus. Mais non, parce qu'ils ne savent même pas comment ça se fabrique, les vaccins. Et vous savez, je serais tenté de vous dire, vous allez dire que c'est de la provocation de ma part, et en fait ça n'en est pas, et je pourrais vous prouver tranquillement je vous prouverai tranquillement que les vaccins portent en eux le germe de leur échec et de la faillite de notre politique de santé publique. Parce que notre santé publique est en faillite. Il y a 5 millions d'handicapés en France selon la Cotorep, et selon d'autres organismes officiels, il y aurait 12 millions de Français handicapés. Alors, je n'ai pas dit, je ne prétendrai pas que seules les vaccinations influent, malheureusement il n'y a pas qu'elles. On le voit avec les scandales sanitaires qui se répètent. La vaccination est un acte médical à part entière. Comme tout acte médical, il suppose 2 choses au préalable. Un examen clinique préalable, qui permettra au médecin d'établir un certificat d'aptitude pour la personne que l'on entend vacciner. Elle est en bonne santé, donc on peut la vacciner. Ça, ce sont les textes. Et puis, deuxième fait important, et qui est dans la législation également, c'est le devoir d'information préalable. C'est-à-dire qu'avant toute vaccination, avant tout acte médical, avant toute prescription,
Alors je cite les textes de loi qui remontent à 1947. Lors du procès de Nuremberg, c'était déjà signalé. Ensuite, il y a eu la Convention d'Oviedo, le droit des enfants, etc., etc. Il y a eu la loi Kouchner, je crois aussi. Et puis il y a eu, mais qui vient après, enfin, la loi Kouchner, retirez le mot Kouchner, son nom vient en appui, quoi, c'est tout. C'est parce qu'il était là comme ministre. Ça aurait pu être un autre nom, ça pourrait être Douste Blazy. On aura l'occasion de parler de tous deux, d'ailleurs, tout à l'heure, enfin, ultérieurement, dans les jours qui viennent, concernant la vaccination contre l'hépatite B, puisqu'ils sont intervenus en long, en large et en travers sur cette vaccination qui ne rime strictement à rien. Mais nous aurons, je le répète, l'occasion d'en parler avec toutes les preuves scientifiques. Donc, le devoir d'information, que dit-il? Il y a 2 arrêts de la Cour de cassation, et je préfère citer ces 2 arrêts-là, 2 arrêts de la Cour de cassation de 1997, février et octobre 97, qui précise, alors je le dis, ce devoir d'information à la virgule près, le médecin et tous ceux qui réalisent la prescription ont la charge de prouver qu'ils ont donné une information claire, loyale et appropriée sur les effets secondaires, mineurs et majeurs, du médicament en question ou du vaccin en question, de façon à permettre à la personne d'apporter son consentement ou d'opposer son refus éclairé. Donc, simplement par cette loi, l'obligation vaccinale, je vais peut-être en surprendre beaucoup, n'existe pas. C'est qu'il s'agit d'un abus de pouvoir de nos institutions sanitaires. Je précise, un abus de pouvoir. Et c'est un abus de pouvoir criminel, dans la mesure où on veut imposer un vaccin, et nous le verrons tout à l'heure, qui est particulièrement toxique de par sa composition, avec du virus du singe SV40 qui est retrouvé dans 30 à 80% des cancers du cerveau, dans les cancers de la plèvre, qui est utilisé dans le vaccin hépatite B, qui est utilisé dans les OGM. Vous voyez, n'en jetez plus, la cour est pleine. Mais docteur, il y a encore des contradictions que je vois naître. Il y avait celle de la ministre sur ses propos tout à fait contradictoires. On ne sait pas trop quand il faut la croire. Mais là, il faut informer le patient. Il faut lui demander son avis. Et je vois 2 contradictions. Les médecins, vous venez de le dire, ne sont pas formés correctement. Et s'ils sont, entre guillemets, formés, c'est par les laboratoires eux-mêmes. Donc il y a là un conflit d'intérêts évident. Et en même temps, on doit demander l'avis des gens à qui on va imposer, on va utiliser ce produit, un vaccin ou un médicament. Et dans le cas d'un vaccin, pour au moins 3 d'entre eux, il y a une obligation. Comment peut-on se retrouver dans ce schéma où un médecin doit informer alors que lui-même il ne l'est pas, ou mal, ou déformé de façon peu objective par les laboratoires, on s'en doute, et ensuite on demande l'avis de quelqu'un alors que de toute façon on l'oblige à le faire. Quel sens ça? Ça n'a aucun sens. C'est typiquement français, c'est un paradoxe français. Comment peut-on imposer un vaccin qui n'est plus commercialisé? C'est quand même un comble. Eh bien c'est français. Et je dis merci Madame Touraine de nous éclairer sur votre bêtise, sur votre incompétence, parce que elle est diplômée d'économie sociale, ça n'a rien à voir avec la médecine. Mais là on illustre complètement la difficulté que nous avons dans la réalisation de ces vidéos. Parce qu'on est au monde du but, on marche sur la tête, on n'a pas de ligne directrice, quoi. On nous dit des choses et son contraire. Non, mais nous avons une bonne ligne directrice. Je pourrais résumer le débat, enfin le débat entre guillemets pourrait s'arrêter là. En face, nos confrères sont exsangues d'arguments scientifiques. Ils n'ont rien. Puisqu'il est reconnu, il est de notoriété publique, que les laboratoires ne fournissent que 1% de leurs données pharmacologiques aux autorités avant l'autorisation de mise sur le marché du médicament. On pourrait d'ailleurs appeler ça l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché, ça peut être aussi l'autorisation de mise à mort. Parce qu'un médicament, je suis désolé, mais il y a 13 000 décès minimum en France, officiellement,
à la suite de la prescription de médicaments. Ouais, là, je parle pas sans des compter vaccins. qu'il y a 10 ou 15 ans d'études cliniques des médicaments, et il y a quelquefois quelques semaines, mois au maximum pour les vaccins. Ah, c'est exact, mais non, mais les vaccins, c'est particulièrement sûr. Nous sommes au pays de Pasteur. Pasteur a toujours raison. En fait, c'est un dogme, c'est une croyance, on ne remet pas Dieu en cause. Vous savez, Pasteur, il est temps de le démystifier, ce cher Pasteur. Louis Pasteur. Il se lavait les mains 60 fois par jour. Il avait ce qu'on appelle un TOC, ou une névrose phobique. Il avait peur des microbes. Voilà ce qu'est Pasteur. Le cas, on nous dit que Pasteur a guéri de la rage le petit Meissner. Ben, quand on voit l'histoire du petit Meissner, c'est vrai qu'il a été mordu par un chien. Bon. Le frère du petit Meissner a été également mordu par un chien. Un copain du frère du petit Meissner a été mordu par le même chien. Seul le petit Meissner, l'un des enfants Meissner, a été vacciné. Et on nous a dit, parce que Pasteur était très fort pour ce qui était de l'aspect commercial et mercantile des choses. Ça, c'était un génie. Parce qu'il arrivait à convaincre les gens avec des choses fausses, en disant que c'était des vérités. Eh bien, le petit Meissner, en fait, le chien n'était pas enragé, puisque le frère et le copain ont été mordus par le même chien, ils n'ont pas eu de vaccin, ils ne sont pas morts. Donc la seule conclusion qui s'impose, Pasteur a menti. Mais il a menti bien d'autres fois, Pasteur. Le ver à soie, je lui reconnais ce mérite, ok. Mais pour le reste, pour les vaccinations, vous savez, je travaille sur les vaccins depuis 35 ans, et j'essaye encore de trouver un vaccin qui ait apporté la preuve de son efficacité, et je n'en trouve pas. Et d'autres confrères avec qui je discute disent la même chose. Je pense qu'on est au royaume du but, mais on est également au royaume des imposteurs, des menteurs et mais regardez, dans le mot imposteur, vous avez Pasteur. Imposteur. Voilà. Voilà. J'ai essayé de faire le plus court possible. Si vous avez des questions. Je vais tout mettre, hein, tous les liens. Je remercie plein de gens. Artémisia Collège, Michel Dogna. Franchement, j'en oublie, mais de toute façon, je vais tous les mettre dans les liens YouTube. Bon. Vaccinez pas vos gosses. Vaccinez pas vos gosses. N'écoutez pas votre médecin, il ne connaît rien. Si vous ne me croyez pas, posez-lui des questions. Posez-lui des questions, demandez-lui la composition des vaccins. Il ne va pas pouvoir vous la donner. Il ne va pas pouvoir vous la donner. Demande-lui de vous écrire un papier comme quoi il garantit qu'il n'y aura aucune contre-indication, que votre gosse ne va pas mourir, que votre gosse n'aura pas d'autisme, que votre gosse n'aura pas de maladie dégénérative, que votre gosse n'aura pas de sclérose en plaques, qui vous le signe. C'est un médecin. Il a fait le serment d'Hippocrate. Alors, évidemment, ce médecin est tenu par le Conseil de l'Ordre. Évidemment, je le sais. Mais c'est votre gosse. On s'en fout du médecin. On s'en fout du médecin. Il peut trouver un truc. Allergique au sel d'aluminium, allergique à ci, allergique à ça. Je vaccine pas. Ok. Mais ne vaccinez pas votre gosse. Posez vos questions, j'y répondrai. Voilà. C'était une mission que je tenais à faire. J'ai pas beaucoup de temps, je suis désolé. Ah oui, j'oubliais un truc. Vous savez, faut pas croire qu'on vit dans un monde totalement propre. Devinez qui est le directeur de l'INSERM. Vous savez ce que c'est l'INSERM? C'est l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Institution publique, hein, placée sous la tutelle du ministère de la Santé et de l'Enseignement supérieur. Le président directeur général de l'INSERM n'est autre que Yves Lévy, médecin immunologiste. Mais accessoirement, Marie-Agnès Buzyn, la ministre de la Santé. Voilà. On n'en parle pas dans les médias, il n'y a pas de conflit d'intérêts. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est de faire 11 vaccins. Jackpot, jackpot, jackpot. Allez, à la prochaine. Bye.